presque paradoxal d'être dans cette maison si tranquille, dans ce jour finissant, au coin du feu, et d'imaginer que c'est ici où on se sent tellement à l'abri de beaucoup de choses qu'on va discuter, débattre de problèmes, de questions qui sont extrêmement puissantes, extrêmement inquiétantes. Il s'agit de rien moins que de parler de la nécessité urgente de changer nos modes de pensée et nos modes d'être à cause des menaces qui pèsent sur nous, l'humanité. Oui, la tranquillité du cadre ne doit pas faire impression, parce qu'il n'y a pas de lieu où on puisse se sentir vraiment extérieur au problème majeur du monde moderne, qui est que cette civilisation occidentale, impérialiste, qui a envahi le monde, a comme effet principal de détruire la biodiversité, c'est-à-dire la capacité de l'être humain à se maintenir en vie dans un monde qui soit encore assez beau pour valoir la peine d'être vécu, puisque c'est l'expression que nous donnons pour bien montrer qu'en plus de la capacité à vivre, il y a aussi en jeu ce plaisir de vivre, qui est évidemment essentiel. Donc effectivement, c'est un cadre très calme, qui nous permet peut-être de ne pas être trop perturbé quand on parle, mais il ne peut pas faire illusion. Déjà, je trouve ça bien qu'on se soit installé dehors pour discuter, puisque l'idée c'est de changer de paradigme. Je trouve qu'il faudrait commencer par changer les modes de discussion, de rencontre. Oui. Et je trouve qu'il y a quelque chose d'incroyablement figé et dépassé dans les salles telles qu'elles sont organisées aujourd'hui. Mmh. Oui, c'est un cadre en plus qui est peut-être aussi reflète pas vraiment la modernité dont on va parler. Non, mais il reflète la vie suffisamment belle pour qu'elle vaille d'être vécue. Voilà. Ton hypothèse, c'est qu'il nous manque des clés de compréhension de la manière dont nous-mêmes nous évoluons, nous agissons, pour pouvoir nous mettre en marche. Oui, je crois qu'il y a deux choses qui sont différentes. Il y a effectivement cette distinction entre cette compréhension intellectuelle dont on parlait et voilà, quelque chose qui est vécu avec les tripes. Et ça, je crois qu'on n'en est pas maître. Peut-être qu'on pourrait essayer d'agir, on avait essayé de faire ça à travers l'art, à travers des représentations théâtrales, à travers des contes, etc., des choses qui donnent corps à la théorie. Parce qu'effectivement, il y a un consensus maintenant. Tout le monde sait qu'on va dans le mur, ça ne change absolument rien dans le comportement. Le comportement n'est pas une conséquence d'un raisonnement logique. Jamais. C'est quelque chose qui est beaucoup plus profond, qui passe par l'affect, etc. Comment mobiliser ça? Eh bien, voilà, le champ d'exploration est ouvert. Je pense qu'il faudrait essayer de multiplier ces expériences. Je crois beaucoup, moi, en l'art. C'est son rôle, un peu de remuer et de faire vivre les choses. Puis, il y a ce fameux changement de paradigme, on va dire, parce que c'est un mot qui n'est pas très... qui est difficile à manier, changement culturel profond, c'est le changement d'être au monde. Alors l'idée de paradigme, elle avait été développée notamment par Kuhn au sujet des sciences.
hein. C'est-à-dire que une science, comme par exemple la physique newtonienne, va croître, 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 et c'est la vérité presque au sens divin du terme, hein. Et on arrive à ce moment-là aux limites, à des choses qui ne peuvent plus être expliquées. Et parce qu'il y a cette pression-là, et on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, il faut une pression énorme pour changer, il faut une nécessité absolue pour changer. À ce moment-là, ce qu'on fait, c'est qu'on n'améliore pas la science en question, mais on change complètement, on passe à la physique quantique, qui est complètement autre chose, quoi. L'homme taille le silex, et bien sûr, il y a la matière, et c'est la matière qu'on va voir, c'est la matière qu'on va échanger, hein. Mais il y a aussi de l'énergie. Cette énergie, elle va être très liée à la matière, hein. Et puis dans une deuxième période, la période historique, où on a développé, il y a une autonomisation de l'utilisation de l'énergie, parce qu'on va produire de l'énergie pour elle-même, on va vendre de l'énergie. Bien sûr, elle reste liée à la matière, il faut un substratum matériel, mais il y a une dissociation entre, il n'y a plus une proportionnalité comme c'était. Et ce que François Meyer dit en voyant ça en 1950, lui, il regarde ces courbes et il se dit quelle va être la prochaine grande étape au plan de la pertinence des techniques. Et il dit, mais quand on taille du silex, il y a de la matière, il y a de l'énergie, il y a de l'information. Et la prochaine étape, c'est l'information. 1950, bon, hein, Bravo. c'est exceptionnel au niveau de la vision des choses. Et c'est ce qui s'est produit. Et c'est ça qui est important, c'est la fin finalement de la pertinence de la course énergétique. Maintenant, c'est vraiment la course à l'information. C'est que notre système de pensée, lui, est resté pratiquement à l'époque de Cro-Magnon, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'il y a cette série d'avancées très rapides, de plus en plus rapides, et toujours en rupture, mais que nos modes de pensée, eux, n'auraient pas bougé de la même manière. C'est ce qui fait un des gros problèmes de la civilisation moderne, hein. C'est-à-dire qu'on a, comme j'ai dit tout à l'heure, on a une évolution, bon, on peut repartir à, disons, 35 000 ans pour même pas aller chercher des ancêtres trop lointains. Et dans toute cette période, qui est une période extrêmement stable, bien entendu, si on regarde encore une fois dans le détail, on va voir des tas de choses, on va voir des déforestations, on va voir des changements, épisodes de guerre, des de épisodes famine, de guerre, de peste. d'épidémies, tout ce qu'on veut. Néanmoins, si on prend le recul que l'on a dit pour voir les grandes tendances, on a une évolution qui se fait. En fait, c'est l'évolution de la capacité à intervenir sur la nature qui est très faible en amplitude. Et c'est dans cette période-là où finalement demain ressemble terriblement à hier que notre culture s'est forgée, notre être au monde s'est forgé. En plus de tout ce qu'on a comme comportement inné qui nous vient alors de bien avant et qu'il ne faut pas oublier aussi. Et un des gros problèmes de l'époque moderne, c'est que justement on est dans une phase ascendante, quasi-verticale de l'évolution de cette capacité technique, donc dans un monde qui n'est plus celui dans lequel le substratum culturel s'est formé. Et on a par exemple des dissociations qui sont terribles et qui pèsent énormément dans notre comportement, dans notre prise de décision. Que fait Cro-Magnon? Il s'intéresse à lui en tant qu'individu, ou à la limite à la collectivité, c'est-à-dire une collection d'individus. Et ce qui est bon pour lui ou la collection d'individus, ça suffit pour justifier un acte. Et il y a une corrélation entre ce bien pour l'individu et le bien pour l'espèce. Par exemple, proliférer, croître et proliférer, quelque chose de quand même très très ancré dans
notre culture et dans les sentiments individuels, c'est quelque chose qui va être excellent pour Cro-Magnon, pour le maintien et de son plaisir individuel et le maintien de l'espèce. Et on voit cette dissociation maintenant. À pratiquement 7 milliards d'individus sur Terre, croître et multiplier n'a plus le sens que ça avait du temps de Cro-Magnon. La prise de décision actuelle se fait toujours par référence à l'individu ou à la collectivité. Je prends les publicités des biotechnologies, c'est on va pouvoir guérir, etc. Parce que la médecine est bien a priori. On ne le discute pas. On commence là. Et à ce moment-là, on justifie le reste, alors que rien ne peut plus être bon a priori. Ça ne veut pas dire que la médecine est mauvaise, hein, je ne dis pas ça. Elle ne peut plus être bonne a priori. La science ne peut pas être bonne a priori, etc. Et ça, ce sont des dissociations de l'époque moderne qui sont pratiquement tragiques, parce qu'elles restent un des substrats de cette erreur de jugement sur est-ce qu'on peut faire ou est-ce qu'on ne peut pas faire. C'est particulièrement flagrant dans le cas des OGM. Alors, le cas des OGM, effectivement, c'est un cas d'école, hein, puisque là, on se trouve d'abord devant un savoir-faire et on ne recherche pas de justification. J'entends justification, c'est est-ce que j'ai le droit de faire. Hein. Ce n'est pas comme la motivation, ce que j'ai envie de faire, ou ce que je peux faire avec. Mais ça, cette histoire du droit, c'est une question qu'on ne se pose jamais. Voilà, on ne se la pose pas. On se la pose jamais, on ne se la pose pas pour les technologies modernes. Parce que bon, je sais mettre le feu à cette maison. Je sais le faire, ça ne le justifie pas. Et si je le fais, on va me mettre en prison. Donc on voit bien quand même qu'il y a cette réflexion pour une partie de nos comportements. Mais comme la science est bonne a priori, eh bien un savoir-faire scientifique ou technoscientifique est bon a priori. Et on ne discute pas de sa justification, ce qui est fantastique et tragique. Si on revient sur les OGM alors. Les OGM sont un cas typique de cette vraiment absence de prise en compte moderne de la problématique. C'est-à-dire que c'est Cro-Magnon avec une technologie qui n'est plus franchement cro-magnonesque. C'est-à-dire qu'on arrive maintenant à agir d'une façon extrême sur la nature, puisqu'on en est là à transgresser ce qui nous a permis d'être au monde. Parce que c'est quand même ça que transgresse la transgénèse. C'est la manière dont les informations génétiques peuvent s'échanger. Et on le fait sans aucune espèce de réflexion. Parce qu'il y a des a priori. Alors, on parlait tout à l'heure de ces a priori cro-magnonesques qui restent dans la civilisation contemporaine occidentale, et occidentale exportée, bien sûr, hein, et qui est vaincre des limites. Vaincre une limite, c'est quelque chose aussi qui est bien a priori. Si on a franchi une limite, on a fait un progrès, comme tu disais tout à l'heure, au sens qualitatif du terme. Et ça, c'est quelque chose qui est complètement aberrant, puisque l'organisation même des systèmes suppose des contraintes extrêmement limitantes. Je prends un exemple, tu rentres dans une maison, tu vas bouger les meubles parce que ça ne te plaît pas, etc. Bon, tu vas repeindre, tu fais des choses. Bon. Puis il y a un mur qui te gêne parce que je voudrais faire une pièce plus grande. Bon. En principe, tu ne prends pas le marteau tout de suite, tu appelles un architecte, savoir si c'est porteur, avant de taper sur le mur. La biotechnologie ne fait pas ça, elle tape sur le mur directement. Est-ce que les contraintes que je franchis sont structurantes ou pas? On ne se pose pas la question. On va voir, effectivement, on va voir si ça nous tombe sur la tête, on ne saura pas vraiment, parce qu'on n'aura pas le temps de... Voilà. Mais là, pour revenir à la notion de dissociation, dans le cas des OGM, la dissociation entre ce qui est bon pour l'individu et ce qui est bon pour l'espèce, elle est flagrante. Voilà. C'est-à-dire que tout est ramené à des motivations qui concernent l'individu, le profit individuel.
Et alors que c'est quelque chose qu'on met dans le milieu naturel, qui donc interfère avec la biosphère et qui va concerner l'espèce. C'est pour ça que dans les différentes commissions dans lesquelles je sévis, je pose toujours la question, parce qu'on me sort toujours l'histoire de peser les avantages et les inconvénients. Normalement, je demande à voir la machine à peser ça, déjà. C'est un truc que j'aimerais bien voir une fois. Et puis, je fais remarquer en général que pour comparer deux choses, il faut qu'elles soient de même nature. Et je demande à ce qu'on me démontre que, effectivement, les avantages et les inconvénients soient de même nature. Ce serait une première chose avant de se lancer dans des évaluations que l'on fait et qui n'ont aucun sens. Or, il est bien clair qu'un avantage individuel ou collectif ne peut pas être mis en comparaison avec l'avantage un inconvénient qui concerne l'espèce ou qui concerne la biosphère. Ça ne se mesure pas. C'est pour ça que je me dissocie un peu de beaucoup de mes amis qui sont contre les OGM en plein champ. Mais la recherche, non, ça c'est très très bien. Je dis très bien, vous êtes d'accord pour mettre des œufs fécondés sous une poule, mais vous ne voulez pas de poussin. Bon, moi j'ai du mal à la suivre quand même, quoi, hein. Donc, là où je suis d'accord, c'est que la critique de la recherche ne peut pas se faire de la même manière. Mettre les choses en plein champ, c'est niette et on demande une interdiction. Pour le reste, on demande un changement de pensée de la pensée scientifique, un changement d'être de la pensée scientifique, une remise en cause très profonde. Ce n'est pas la même démarche, on ne va pas dire aux gens arrêtez de chercher ci, cherchez plutôt ça, enfin, c'est idiot. Ça. Donc on est d'accord, ce n'est pas la même chose, mais néanmoins, on ne peut pas justifier a priori la recherche telle qu'elle est faite. Mais plus globalement, la notion de validation, tu dis qu'elle aussi est en décalage temporel avec ce que nous vivons aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on aurait des modes de validation qui seraient obsolètes par rapport à la réalité explosive du moment. Tu dis qu'on valide, par exemple, par la coutume. Oui, oui, c'est-à-dire que là encore, on revient à notre fameuse courbe de l'évolution, cette courbe fictive de l'évolutivité des techniques et de la capacité d'interagir avec le monde. Ce qui caractérise encore une fois la façon dont s'est constituée notre culture, c'est cette, comme on le disait, que demain ressemble à hier, à s'y méprendre presque tout le temps, sauf dans cette dernière phase. Et par conséquent, ce qui a marché autrefois est validé par la coutume. Donc la coutume est quelque chose qui va valider les différents actes, puisqu'on est dans le même monde. Mais ce qui a marché autrefois dans un monde qui est différent ne peut plus être justifié. Or, ce retour à la coutume, alors là, il est typique avec les OGM, parce que qu'est-ce qui se passe avec les OGM? On voit le savant fou qui arrive là en disant c'est formidable, je vais changer le monde. On ne lui a pas demandé de faire ça vraiment. Enfin bon, lui est content. Puis on lui dit écoute, je ne crois pas que tu vas un peu loin, quoi, parce que la société civile est quand même sensible à ça. Et à ce moment, il dit non, mais on a toujours fait. On a toujours fait. Hein. C'est le moi, beurre et l'argent du beurre. J'ai un article d'un journal qui se dit scientifique et qui titrait on faisait les OGM il y a 6000 ans en Mésopotamie. C'est à pleurer de rire, quoi. Donc à la fois, on valoriserait celui qui va là où personne n'est jamais allé, celui qui va à une limite, mais en même temps, il faudrait toujours le réancrer dans une tradition. Parce que c'est une justification. C'est ce qu'on retrouve aussi dans l'éducation. Et je crois que les gros problèmes de l'éducation est de ne pas avoir compris qu'il y avait aussi un changement de monde, parce que dans ce monde ancien, comme encore une fois, tout est à peu près stable, eh bien l'ancien, celui qui a le plus vécu, c'est celui qui sait le plus. Et donc il enseigne au suivant. Et son enseignement ne peut pas être mis en question. Dans un monde évidemment qui est totalement différent, ça ne marche plus. Et les enfants s'enseignent actuellement entre eux et ils enseignent même à l'enseignant. Il faut quand même comprendre que du fait de ce type d'évolution que nous vivons, il y a plus de différence entre une génération actuelle qu'entre un homme du XVIIe siècle et notre ami Cro-Magnon dont on parle beaucoup.
c'est Cro-Magnon qui prend le relais. Alors effectivement, Cro-Magnon, il transforme l'essai et puis il continue ensuite à développer une technologie qui devient assez rapidement de plus en plus performante parce que le paléolithique supérieur, ça dure 25 000 ans à peu près, entre moins 35 000 et moins 10 000, et qu'on a des innovations dans ce paléolithique supérieur qui sont quand même nettement plus abondantes que celles qui ont eu pendant le 1,5 million d'années qui a précédé quand même. Alors, il y a une amélioration technique, puis il y a aussi l'émergence d'un sens nouveau. On a vu qu'il y avait une spécialisation. La spécialisation, c'est un peu la continuité de l'usage d'un outil, mais il y a apparition d'une production qui est basée sur les mêmes gestes, mais qui n'a plus le même sens, qui n'est plus utilitaire. Tout à fait. Alors on a quand même essentiellement une production utilitaire, quand même dans la masse, mais on commence à voir apparaître des choses un petit peu originales. Par exemple, au-delà de ces outils qu'on imagine quand même très fonctionnels, on commence à voir apparaître des outils comme celui-ci, cette feuille de laurier, qui sont des outils fonctionnels aussi, mais dans lesquels il y a une recherche de symétrie, de finesse, qui peut être motivée par une nécessité technique, peut-être pas forcément. On a l'impression quand même que dans la perfection de certains outils, ce n'est pas forcément purement utilitaire. Et on recherche de la beauté du geste, quoi. Probablement. Parce que dans le cas des feuilles de laurier, donc on a un outil joli mais qui reste efficace, qui reste utilitaire. On est arrivé à ces fameuses pointes qu'on appelle les pointes de Volgu, qu'on voit ici en photo, qui sont elles tellement fines que le côté utilitaire d'un outil comme ça, la question est posée. Est-ce que ça pouvait servir à quelque chose? C'est pas sûr. C'est pas sûr parce que c'est tellement fin que ça devient extrêmement fragile. Le silex, c'est une matière qui se comporte un peu comme le verre. Donc une lame de verre, quand elle commence à faire 3 mm d'épaisseur, sur 25 ou 30 cm de long, ça commence à devenir très fragile. Peut-être trop fragile pour avoir été utilisé. Et il se trouve que ces lames de Volgu, en plus, on les a trouvées dans une petite niche, fichée verticalement, tout à fait dans la terre, donc tout à fait hors d'un contexte utilitaire. On les interprète aujourd'hui comme des objets votifs. Dès l'or ignatien, dès la première culture de Cro-Magnon, c'est la grotte Chauvet. Donc on peut associer quand même la production de ce type d'outils avec la production artistique qui reste quand même aujourd'hui une spécificité de l'homme de Cro-Magnon. On s'est arrêté l'automobile pratiquement du jour au lendemain, en une semaine, quoi. On arrête les pompes, on arrête les usines, ça ne se multiplie pas, c'est fait. Mais personne ne peut prendre une décision pareille. Dans nos sociétés, bien entendu, si on va sur les plateaux de Papouasie-Nouvelle-Guinée, ça leur posera un peu des problèmes, mais ce ne sera pas vital. Nous, on meurt en masse, parce qu'il y a une coévolution de la technique et des sociétés. Et une des questions qui, moi, m'intéresse aussi au niveau des OGM, c'est à partir de quand cette technique-là devient une drogue dure pour la société, c'est-à-dire qu'on ne peut plus s'en passer. Et l'irréversibilité, elle n'est pas seulement dans le flux de gènes, elle est aussi dans le fait qu'on met en place des circuits commerciaux, des structures, des besoins, etc., qui deviennent ensuite irréversibles de facto, ou en tout cas extrêmement difficiles, extrêmement douloureux. Voilà. Alors, la société contemporaine, le retour au passé n'est certainement pas une solution. On serait encore plus archaïque par rapport à cette modernité qu'on ne l'est actuellement. Et effectivement, il y a un certain nombre de gens qui prônent un retour au passé, etc. Pour moi, c'est quelque chose qui est une aberration totale. On ne revient pas en arrière. Et il est clair aussi que cette critique de la technique ne débouche pas sur non à la technique. C'est évident, c'est une aberration. Encore une fois, on arrête l'électricité, combien de millions de morts ça fait dans la semaine, quoi. C'est pas non à la technique, c'est oui autrement. Oui, comment? Alors, là, on aborde vraiment un des points fondamentaux et en même temps qu'on a beaucoup de mal à faire comprendre. C'est-à-dire que actuellement, on tend à chercher des solutions techniques aux problèmes que la technique a générés. Alors, la question qu'on doit se poser, c'est est-ce que c'est possible?
parce que tout de même, le minimum, bon, on l'a dit, ces technosciences génèrent des catastrophes et elles sont vraiment pernicieuses en elles-mêmes, dans leur nature même, parce qu'il y a vraiment des erreurs fondamentales au niveau de la vérité, du mode de validation, comme on l'a dit. S'imaginer qu'on va pouvoir le corriger parce qu'on a vu le problème, ça demande un peu de réflexion. Alors nous, la réponse qu'on a, nous, est non. Et elle est non pour des raisons qui ont l'air assez théoriques, mais il faut faire attention, c'est des choses qui sont théoriques, quelquefois un peu de fondement, et qui est que justement le mode de validation, soit le mode de validation des actes ou la vérité scientifique, elle va être faite à partir des relations locales qu'on a. On fait une expérience, on va la valider avec les réponses qui sont des causalités locales. Hein. Donc, causalité et localité. Et elles sont donc indépendantes de la capacité de la biosphère à héberger l'espèce humaine en son sein. Il n'y a pas de lien entre. Étant indépendantes, elles sont aléatoires l'une par rapport à l'autre. Et donc, lorsqu'on va utiliser la technique pour agir sur la biosphère, eh bien, on va introduire de l'aléatoire dans un système organisé. Et donc, on va le désorganiser. Le monde évolue par émergence, c'est-à-dire des choses qui n'ont pas de sens prennent du sens. Donc, elles sont non prédictibles, a priori, puisque justement, a priori, elles n'ont pas de sens. Ce n'est que lorsqu'elles se sont produites qu'on va pouvoir reconstruire l'histoire de cette chose. Donc, faisons la même chose. Déconstruisons et laissons émerger quelque chose de neuf. Et il faut accepter l'idée que l'on puisse aller vers quelque chose de totalement inconnu. On ne va pas à l'infini dans un monde fini, ça c'est quand même quelque chose qui est évident. Par conséquent, notre monde tel qu'il est se termine. Ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre. Alors, ou bien on le subit passivement, et on va voir que ça peut être extrêmement grave, ou bien on essaye d'anticiper, non pas sur ce que sera le monde futur, qui est imprédictible, mais sur la manière dont on va pouvoir vivre cette transition, cette métamorphose culturelle, pour reprendre l'excellent terme d'Edgar Morin, puisqu'il s'agit vraiment de ça, de faire quelque chose de totalement différent avec les mêmes éléments dans une phase qui va être un peu compliquée, qui va être une phase de déconstruction culturelle. Et nous, ce qui nous inquiète, c'est que cette déconstruction culturelle, elle risque, si on ne la prépare pas, de déboucher sur la violence, mais la violence bestiale. Et ce serait dommage de rater cette prise de conscience à temps que nous avons à portée de main et de sombrer dans effectivement quelque chose qui est possible, c'est-à-dire une espèce de violence épouvantable qui ferait que ce changement culturel qui de toute façon va se produire peut être une catastrophe totale. Le terme d'expert, Frédéric. Oui, le terme d'expert évoque évidemment pas mal de choses. Il y a pas mal d'incompréhension sur le rôle de l'expert. L'expert est celui qui, très logiquement, va tendre à valider la totalité des technologies nouvelles. Ce serait, pour eux, se faire violence à eux-mêmes que d'aller à l'encontre de ce qui apparaît de toute évidence comme un progrès.
d'une façon générale, ce sont les meilleurs représentants de l'erreur dont on a parlé au départ, cette erreur fondamentale de la société occidentale contemporaine qui conduit à l'autodestruction de l'espèce humaine. Par conséquent, pour être bref, parce qu'il ne faut quand même pas, c'est très schématique, mais c'est certainement les dernières personnes à interroger pour prendre des décisions, en fait. Bien sûr, je caricature. Bon. Enfin, en tout cas, pour prendre des décisions qui permettent de sortir de ce système. Alors, qui permettent de sortir de ce système, c'est clair que l'expert est quasiment hors jeu. En fait, moi, je m'interroge sur la relation, la manière dont jouent les uns par rapport aux autres, tout ce qui relève des ruptures et tout ce qui relève de la continuité. Comme on l'a dit et redit, cette évolution mène à l'infini, il y a rupture nécessaire. On s'imagine souvent qu'on va avoir une progression et puis après qu'on va aboutir à un plateau. Mais ce n'est pas vraiment comme ça. Ici, en Cévennes, on a par exemple construit des tas de citernes parce qu'est arrivée cette possibilité matérielle de les faire, et elles ne servent pas, elles n'ont jamais servi la plupart, parce que simplement il y a eu l'eau courante à ce moment-là, donc ça ne servait plus. Et on retrouve ça absolument en tous les éléments, mais tout ça, ce sont des ruptures qui sont constitutives de cette courbe enveloppe générale qu'on a vue. Mais la courbe enveloppe générale de cette technologie foisonnante à l'infini, mais qui ne peut pas aller à l'infini, annonce une vraie rupture. C'est-à-dire qu'effectivement, on est dans le monde moderne, vit avec des concepts, des modes de faire, des modes de validation cro-magnonesques, largement cro-magnonesques, il y a une continuité là-dedans, et ce mode de faire est inadapté. Mais la rupture paradigmatique, elle est à venir. Et elle est à venir très bientôt. Et je te montrais tout à l'heure une courbe, l'équation qui a été calculée par von Förster justement de cette courbe démographique. Ce n'est pas une conclusion qui dit qu'en 2026, il va se passer ci et ça. Ça veut dire simplement que l'axe des Y, il est en 2026. Ça veut dire que si rien ne change dans le processus, en 2026, on est à l'infini, ce qui bien entendu est impossible. Autrement dit, on est au point de rupture. On est au point de rupture, à peu de choses près, quoi. Hein, on n'est pas à 10 ans près quand même. Puisque l'infini dans un monde fini, c'est la rupture. Oui, bien sûr. Ce n'est pas inéluctable. Ces courbes-là traduisent une activité. C'est-à-dire que si on change on va parler le système, entre guillemets, quoi, qui produit ce phénomène, la courbe ne s'impose pas. Il n'y a rien d'inéluctable. Encore une fois, si c'était inéluctable, il n'y aurait pas ces fluctuations énormes qu'on a sur ces évolutions quand on les regarde de près, bien sûr. Hein. Il faut se garder de cette interprétation, au contraire. Hein. Bien sûr. C'est une description, simplement, on a quelque chose qui a sa propre dynamique, qui fonctionne. Mais cette propre dynamique, elle n'est pas donnée par quiconque, hein. Elle est modifiable. Il n'y a pas de fatalité. Il n'y a pas de fatalité. Enfin, à mon sens, il n'y a pas de fatalité. Il n'y a pas de raison d'invoquer une fatalité. Voilà. Tu as évoqué plusieurs désirs, qui sont des désirs ancestraux, et qui sont toujours ceux qui nous gouvernent aujourd'hui, même si, dis-tu, ils ont changé de nature. Un des désirs qui, me semble-t-il, est un des plus forts, des plus difficiles à remettre en question, c'est celui d'éradiquer la maladie et même, si possible, la mort. Oui, alors on est dans une civilisation, un mode de pensée assez extraordinaire, où la mort apparaît comme une anomalie à corriger. Ce qui est tout de même assez fantastique, puisque c'est une mode de pensée qui rencontre 100% de contre-exemples. C'est quand même pas fréquent dans un mode de pensée, en principe. Un seul contre-exemple suffit souvent à abandonner une théorie. Là, bon.
Et il y a un texte qui est prodigieux, qui est l'épopée de Gilgamesh, qui est quand même un des plus anciens textes de l'humanité, et qui traite déjà d'une façon absolument remarquable ce fantasme. Car Gilgamesh va chercher la jeunesse éternelle, il la trouve, il la perd accidentellement, et là il se rend compte, il trouve le sens de sa vie, parce qu'il se pense mortel, et vieillissant, et malade, etc. C'est-à-dire normal. Voilà. On retrouve ça aussi chez Heidegger. Pour Heidegger, le fondement de l'être, c'est la capacité à mourir un jour. Évidemment, pas ce jour, un jour. Si c'était ce jour, ce serait très différent. Et ça, c'est le fondement de l'être. Je crois profondément que ce changement paradigmatique ou changement culturel que l'on évoque depuis un moment comportera une réappropriation de la mortalité ontologique. Ce qui ne veut absolument pas dire qu'on n'a plus peur de mourir, qu'on ne va pas être triste si un voisin. Ce sont des niveaux d'interprétation qui sont très différents, il ne faut pas se tromper. Mais ça me semble être quelque chose de fondamental. Autre désir, éradiquer tout ce qui gêne, les mauvaises herbes, les nuisibles. Alors ce qui est très intéressant, alors là on va retrouver ça dans les publicités pour les OGM, pour les pesticides divers et compagnie, bien entendu, c'est la capacité d'éradiquer ce qui gêne. Alors, on comprend bien que nos premiers agriculteurs, par exemple, qui avaient aussi des ennuis avec quelques pathologies ou quelques mauvaises herbes quelconques, etc., ils avaient très fortement envie d'éradiquer tout ça. Ils avaient aussi envie d'éradiquer le voisin, ils avaient envie d'arraser la montagne qui les gênait, etc. Tous ces désirs-là ont été validés, parce qu'il y a des désirs qui ne sont pas validés par la société. Le désir d'assassiner son voisin, par exemple, non, il y a un interdit. Pourquoi il y a un interdit? Parce qu'il y a une conséquence sociale. Parce qu'on peut le faire. Mais un désir qui n'est pas réalisable n'a pas de conséquence, par conséquent, on le valide. Et ce qui caractérise l'époque moderne, c'est que ces désirs irréalisables ont changé de nature. Je dis bien changer de nature parce qu'ils sont devenus soit réalisables, soit approchables. On sait éradiquer les mauvaises herbes, on sait détruire tous les insectes, on sait raser une montagne, etc. Mais on n'a pas pris en compte ces changements de nature et on conserve des désirs qui sont validés et même justificatifs, alors même qu'ils n'ont plus de sens dans leur contexte. On est voisins, mais depuis très longtemps maintenant. Et c'est curieux parce qu'on est aussi voisins en idée, même si on ne l'exprime pas du tout de la même façon et qu'on ne vit pas de la même façon. Donc tu es un des premiers ici à avoir créé l'agriculture biologique. Dans le coin ici, même tu es le premier. Dans des conditions qui n'étaient pas faciles. On ne t'attendait pas et tu as réussi à prouver que eh bien, tu étais capable de créer une agriculture nouvelle dans ce pays qui était un peu en perte de vitesse. Enfin, ça fait un moment que tu es vraiment un militant, notamment du respect de la vie du sol qui n'est pas la principale préoccupation de l'agriculture productiviste, loin de là. Et je t'ai vu dans de très nombreuses foires expliquer aux gens qu'un sol c'est quelque chose qui est vivant et qu'on nourrit d'abord le sol avant de nourrir la plante. Ce qui représente pas seulement des nouvelles techniques, c'est un autre abord, une autre approche, c'est une autre relation à la nature en fait, que l'agriculture qui cherche uniquement à produire. C'est beaucoup plus riche. L'intérêt pour nous d'être arrivés dans cette région abandonnée par les gens, plus que d'autres régions abandonnées parce que hyper pauvres, donc les régions qu'on abandonne en première sont les plus pauvres. Donc nous on est arrivés ici dans un truc qui était hyper pauvre, mais qui avant avait nourri une population nombreuse. Donc si elle avait été capable de nourrir une population nombreuse, pourquoi ne serait-elle plus capable de le faire encore aujourd'hui? Et qu'est-ce qui faisait que c'était plus capable aujourd'hui? Et pour quelles raisons? Si ça avait été fertile, pourquoi c'était infertile aujourd'hui? Ça, c'était des questions qui nous ont vachement passionnés très rapidement, quoi.
les occasions que j'avais eues, que nous avions eues avec ma compagne, chaque fois qu'on allait en milieu rural, on avait eu l'occasion déjà de sentir que il y avait de la beauté. Il y avait de la beauté, il y avait des bonnes odeurs. Ça, c'est des termes importants, qui est de l'esthétique dans les actes même les plus nourriciers. C'est une chose qui est oubliée, ça aussi, par la technique industrielle de l'agriculture. Bien sûr, et aujourd'hui, quand on construit des paysages, quand on aménage des paysages, on est un peu à l'image des Mongols qui disent, nous autres Mongols, quel que soit l'horizon vers lequel on tourne notre regard, il faut que ce soit beau, c'est de cela que nous tirons notre dignité, quoi. Et voilà. Et c'est eux qui construisent les paysages. Or, qui peut tirer de la fierté des paysages que l'homme construit aujourd'hui sur la planète? Maîtriser la nature, être Dieu. Alors, on retrouve ça évidemment aussi dans beaucoup de textes, et on cite généralement Descartes là-dessus, qui a joué un rôle pathogène très profond. Je crois que ça a été, cette philosophie est une catastrophe. Bon, je vais me faire des ennemis là, mais bon. Là encore, on va prendre l'exemple des biotechnologies. La plupart des gens s'imaginent que c'est par appât du gain que ce type de technique est développé. Et je suis absolument persuadé que non, d'autant plus persuadé que quand même, bon, j'ai une certaine expérience de laboratoire, et qu'il est complètement clair que les gens qui ont développé ça non seulement n'étaient pas riches, mais n'avaient aucune espèce d'espoir de l'être, mais ce qui compte avant tout, c'est justement cette maîtrise du vivant qui fait que, eh bien, on est Dieu. Et c'est ça le moteur délirant de ces sciences contemporaines. Moi, c'était assez amusant. Bon, je suis un ancien pasteur, l'Institut Pasteur de Paris, et on avait un petit dîner avec d'anciens collègues il y a 2 ans. Et bon, on parlait des nouveautés, des choses comme ça. Et puis on parlait de la biologie synthétique. Et alors mon voisin de droite me dit, ah, alors là, ça c'est un truc formidable. Là, on est vraiment Dieu. On crée la vie. Très bien. Ça, j'ai pas de micro, mais je le regrette. Et c'est ça le vrai moteur, c'est le délire. Je voudrais que tu m'expliques mieux ce que tu entends par le fait que ces désirs ont changé de nature. Il me semble qu'ils ont changé d'échelle, mais en quoi est-ce qu'ils ont changé de nature? Parce que le caractère irréalisable, ça fait partie de leur nature. C'est parce qu'ils sont irréalisables qu'ils ont la fonction qu'ils ont, et notamment la tolérance qu'on leur accorde. Ça fait partie de leur nature. Je veux dire par là qu'un système naturel, c'est un système de connexion, des êtres qui sont connectés, à ceci près que personne n'est capable, à ma connaissance en tout cas, de dire quelle est l'unité de ce système. Hein. C'est un détail qui a son importance. Bon. Enfin, on évoque des idées plus qu'autre chose. Donc, c'est un système où on a des êtres qui sont connectés et qui vont évoluer. Quelque chose qui va émerger de ce système au cours de l'évolution, un être nouveau, une espèce nouvelle, espèce entre guillemets, eh bien, du fait qu'elle émerge de ce réseau de connexion, elle est compatible a priori avec. Sinon, elle ne peut pas émerger. Et c'est ce qui permet à cette immense diversité d'être cohérente. Parce que s'il fallait a priori définir des cohérences sur tout cela, ce serait strictement impossible, étant donné le nombre de connexions possibles, le nombre d'interactions qui sont possibles. Alors les OGM, puisqu'on aime bien décidément ce sujet, je ne sais pas pourquoi, eh bien il y a quelqu'un qui a décidé, mais sans jamais le dire, qu'une séquence génétique n'avait pas d'histoire.
en tout cas qu'elle était négligeable, puisqu'on le prend quelque part, on le met ailleurs. On avait une réunion avec l'EFSA. L'EFSA, c'est la commission européenne qui évalue les OGM, entre autres. Et j'avais le panel OGM, enfin bref, et je leur ai dit, mais où est-ce qu'on a démontré qu'une séquence génique a une histoire qui n'est pas pertinente? Est-ce que je pourrais avoir ça? Vous l'avez, ce papier, moi j'ai jamais trouvé. Ah, bah, ils ont dit non. Non, effectivement, on n'a jamais montré ça. Mais c'est-à-dire que pour eux, c'est sans importance. Non, ils ont été sensibles à l'argument. Ouais. Et ils ont continué comme avant, tranquillement, à donner des avis favorables. Parce que tout de même, justement, ce qui est intéressant dans l'exemple des OGM, c'est que c'est très précisément l'inverse de cette construction évolutive. C'est exactement l'inverse. Et c'est assez typique des activités humaines. C'est pour ça que je m'intéresse aussi beaucoup aux OGM, en dehors du fait même que c'est une aberration. C'est que c'est très exemplaire d'un mode de faire où justement l'homme inverse complètement la façon d'être naturelle des choses. C'est-à-dire qu'au lieu d'une émergence, il a une intentionnalité. En gros, la nature, elle, dans ce système connecté qu'est la biosphère, elle n'a pas d'intention. Même pas l'intention de se conserver elle-même. Elle évolue. Voilà. Et elle évolue avec une cohérence extrême. Comme on l'a dit tout à l'heure, ce qui émerge avec une cohérence a priori, qui n'est pas absolue. Elle est a priori, mais pas absolue. L'homme, lui, il va avoir l'intention de faire quelque chose et il va adapter l'environnement à son objet. Mais il est incapable d'aller vérifier la cohérence de chacune des interactions de ce système, bien entendu, parce que c'est impossible numériquement. D'autre part, un système naturel va évoluer en créant des contraintes. Et c'est à l'intérieur de ces contraintes, un peu n'importe quoi est possible. Et puis, d'autres contraintes arrivent qui vont limiter ce possible. Et ainsi va l'évolution. Et plus on va être évolué, et plus on a de contraintes. Et c'est ces contraintes qui font que, justement, n'importe quoi n'est pas possible. Un être organisé, c'est un être qui est différent de n'importe quoi. Et plus donc cet être est organisé, et plus il va être contraint. Alors, comme on l'avait dit tout à l'heure, un a priori du monde moderne, c'est de dire, mais vaincre une contrainte, c'est un progrès au sens qualitatif du terme, quelque chose qui est bien, a priori. Ce qui est aberrant, bien sûr, puisque ces contraintes sont justement notre possibilité d'être. Et avec les OGM, la grande victoire est de pouvoir faire ce que la nature, entre guillemets, je personnifie, parce qu'on parle vite évidemment, la nature s'interdit de faire. C'est-à-dire de mélanger les gènes n'importe comment. On a rarement vu un haricot copuler avec un hippopotame. C'est des trucs qui sont rares, faut dire. Bon. Mais on peut prendre un gène de haricot, le foutre dans un hippopotame. Et on dit, ça y est, on a vaincu une limite. Ben oui, mais est-ce que c'est justement cette limite-là, et c'est ce qui permet à l'être de distinguer un haricot d'un hippopotame, tout de même, c'est une chose qui n'est pas complètement banale. Ce que tu décris là, cette intentionnalité de l'homme qui se rit des contraintes et qui même plutôt joue à les franchir, je pense que ça a toujours existé. La vraie question, c'est l'ampleur de la capacité à enfreindre les contraintes et surtout peut-être le niveau de structure de l'organisme, de l'organisation qui est atteint. C'est-à-dire soit on atteint une petite règle locale, dirons-nous, et à ce moment-là, ça va, on peut continuer à vivre, mais aujourd'hui, on a le sentiment que ce qui est touché, ce sont les très grands équilibres, ce sont les très grandes contraintes. Alors, ça c'est vraiment fondamental. C'est-à-dire qu'effectivement, alors d'une part, première réponse, oui, il y a toujours eu... L'évolution, c'est ça, c'est des petites transgressions des contraintes, et qui marchent ou pas. Bon, encore une fois, dans ce système de connexion très forte,
qui vont faire le tri ou favoriser, etc., quoi, amplifier ces petites transgressions. Le monde moderne est basé sur la transgression, c'est totalement différent. On est encore une fois dans quelque chose qui quantitativement est tel que ça devient du qualitativement différent. Hein, on est toujours là-dedans. Et bon, il est bien clair qu'on ne va pas arrêter, encore une fois, ni les techniques qui existent, ni l'invention, ni l'innovation. Ce n'est pas possible parce que ce serait suicidaire. Donc qu'est-ce qui nous manque? Et il nous manque d'une façon vraiment urgente, c'est un outil non plus qui nous permette de dire, si je fais ça, eh bien j'obtiens tel résultat que je peux spécifier, parce que ça, ce n'est pas possible. C'est possible dans des relations locales, causales locales, mais absolument pas qu'est-ce que ça fait à la biosphère, et c'est ça qui m'intéresse. Or, je suis capable, avec les techniques que nous avons maintenant, d'agir extrêmement fortement sur cette biosphère. Qu'est-ce qu'il nous faut donc maintenant pour décider je fais ou je ne fais pas, ou je temporise? C'est des outils de réflexion qui nous permettent de dire à quoi est-ce que je touche. Est-ce que je touche la structure même du système? Et là, c'est le principe de précaution qui est complètement validé. Ou bien est-ce que effectivement je vais déplacer un peu quelque chose dans un attracteur et quand je cesse ça va revenir, et là je peux me permettre d'expérimenter. Là je prends des risques pour l'individu, il faut que je fasse attention, mais c'est des risques pour l'individu, je suis bien obligé d'en prendre, mais je n'ai pas le droit de prendre un risque pour l'espèce. Et maintenant, vraiment l'urgence, ce n'est pas de se précipiter dans les laboratoires pour faire évoluer les techniques, mais c'est bien pour faire évoluer les modes d'appréciation des effets de ces techniques. Mais de façon complètement différente. Il ne s'agit pas de faire mieux, de savoir mieux ce que fait à cet insecte tel insecticide ou tel OGM ou machin. Mais bien, non pas, je ne sais pas du tout ce que ça va faire, mais je sais que je touche quelque chose qui est important ou quelque chose qui n'est pas important. C'est différent. Aujourd'hui, nous voyons le désastre du développement, le désastre de la croissance, le désastre de cette idée que voilà, il y a une culture qui est développée et nous devons devenir comme ça. Et nous avons perdu peut-être 2-3 générations entièrement pensant que l'essentiel c'était là, c'était ailleurs. Et moi je dis non, l'essentiel n'est pas ailleurs, l'essentiel est en vous. Tu sais, il y a quelquefois, je pense vraiment que combien de sagesse il y avait dans ces cultures qui sont considérées maintenant comme sous-développées, etc. Et quand, par exemple, il y a un poète iranien, Hafez, qui dit « Des années durant, le cœur me demandait de lui montrer la coupe de Jamshid. » Ça, c'est une espèce de coupe de Graal, comme ça, où tu vois tout, etc. Alors il dit, bon, des années durant, mon cœur me demandait de lui offrir la coupe de Jamshid. Il ne se rendait pas compte qu'il demandait à un étranger ce qu'il avait en lui-même, tu vois. Et bien ça, maintenant, j'ai l'impression que les gens sont en train de le découvrir. Tu sais qu'au sein même de notre propre civilisation, ce qui est caractéristique, c'est le vol du droit à parler. C'est-à-dire que maintenant, nous on le vit par exemple dans ces problèmes de contestation des technosciences qui sont menés par un certain nombre d'associations, de syndicats, enfin d'organisations diverses. Et c'est très très amusant de voir, enfin amusant, c'est pas vraiment le terme, ils se croient obligés de contester la technoscience en termes scientifiques. Tout le reste n'est pas pertinent. C'est-à-dire qu'on a réussi à leur faire croire qu'ils n'avaient pas le droit de parler eux-mêmes. Et ce qui se passe chez nous ici, moi j'ai l'impression, mais c'est plutôt ton domaine, que c'est un vol encore plus grand dans les autres civilisations. Et c'est pour ça qu'au colloque, quand notre ami a dit mais il faut laisser, pour les OGM par exemple, il faut laisser le choix aux gens du tiers-monde. Mais ils n'ont pas le choix puisqu'on leur impose notre propre langage.
on ne peut plus parler de choix. Et c'est l'extrême limite de l'appropriation de l'autre. C'est qu'on lui a même supprimé la parole. Commençons par voir où commence un processus de changement. Et il est dans ces individus, il est dans ce devenir révolutionnaire, ce devenir minoritaire de Deleuze dont il parlait, et qui disait finalement la minorité c'est tout le monde et la majorité n'est personne. Alors comment sauver un monde dans lequel il y a 4 milliards de gens acculés à la misère, acculés à ce qu'ils appellent le sous-développement et tout ça, et uniquement penser qu'on peut les sauver avec 2 $ de plus ou 3 $ de plus par an. Alors là, vraiment, il faut un changement de paradigme. Et ce changement de paradigme, à mon avis, ne peut se faire que justement en voyant comment on peut établir ces processus, comment on peut commencer tout à fait autrement, par d'abord penser autrement, permettre aux gens de penser autrement, ensuite d'agir autrement. Moi, je ne suis pas du tout contre ce qui nous amène à mieux vivre. Ça, c'est évident. Moi, j'aime tout ce qui est fait par l'être humain pour l'embellissement de sa vie et pour qu'il puisse se définir sa propre richesse à sa manière. Parce que ça, c'est pour moi vraiment, si tu veux, la belle pauvreté ou la belle richesse. À ce moment-là, les deux mots sont les mêmes. Mais je considère que c'est ce choix qui nous a été enlevé. Et maintenant, quand je parle de tout ça, on me dit tu romantises le passé. Et moi, je suis absolument contre ça. Je dis non, le problème c'est que je dis que toutes les cultures ont leur grandeur, toutes les têtes, tous les cerveaux sont les mêmes, plus ou moins. Ce qui est important, c'est qu'ils puissent travailler, ils puissent donner le meilleur d'eux-mêmes. Mais ne cherchez pas tout de suite à dire en ce moment, par exemple, mettons, un cœur qui battrait, un cœur artificiel qui battrait beaucoup mieux qu'un cœur naturel. Par exemple, il faut le placer tout de suite dans un cœur qui n'est pas bien. Enfin, je ne sais pas comment le dire, mais je ne peux pas accepter le fait que d'un seul coup, on enlève tout ce qui a fait la beauté d'une culture, des millions d'années qui sont venus pour créer une culture, et puis tout de suite faire table rase du passé, soi-disant parce que, écoutez, on ne peut pas, par exemple, on ne peut pas comparer un silex avec le système actuel, par exemple, de production de l'électricité. Donc le problème n'est certainement pas ça, mais le problème, c'est de nouveau, est revenir voir comment ces changements ont été possibles à chaque période, tenir compte des limites. Aujourd'hui, tout le monde veut jouer à Dieu en pensant que Dieu, qu'ils peuvent faire des choses beaucoup mieux que Dieu dans certains domaines. Notamment, par exemple, ils peuvent combattre la mort. Cette idée absurde. C'est une idée absurde qu'on peut combattre la mort. Et ils ne se rendent pas compte que vraiment, s'ils regardent la nature, comment la nature fait les choses sans la mort, est-ce que ce serait possible d'avoir la nature? Et toutes les autres choses. Les paradigmes se font dans ce processus. Voilà. Et un jour, tu verras que, moi je suis sûr qu'on verra des choses qui seront rendues possibles. Et ça, je suis tellement persuadé que les changements ne se font pas au niveau des États, ils ne se font pas au niveau des experts, mais ils se font au niveau justement des gens qui d'un seul coup se disent mais quelles sont les choses essentielles pour nous, pour fleurir, pour que notre puissance augmente, pour que nous puissions vraiment être fidèles à cette perfection que nous représentons. Et puis alors il y a des choses miraculeuses qui se passent. Vouloir penser qu'on peut combattre la mort, c'est je crois, c'est la destruction de ce sens qu'on a, que la mort est absolument inéluctable et nécessaire. Non, parce que ça, c'est la règle de la nature. Bon. Essayez de jouer avec ça à l'intérieur de cet élément que, voilà, il y a des choses qu'il faut respecter, c'est une chose, mais vouloir dire non, nous pouvons être des dieux, nous pouvons changer le système pour que, par exemple, les choses soient éternelles. Parce que c'est finalement, c'est là où très souvent on voit ce que la médecine veut faire aujourd'hui. Ils sont très fiers de pouvoir déjà dire, voilà, la moyenne d'âge va devenir 100 ans.
Mais ils ne se rendent pas compte que, je ne sais pas, moi j'ai encore peut-être 15 ans jusqu'à 60 ans, mais je ne voudrais pas vivre dans un moment où je ne sais rien du tout, je suis rien du tout, où tout le monde va s'occuper de moi et je vis avec des instruments. La vie est foutue pour moi. Alors ça, il faut que j'abandonne. Au contraire, que j'aille dans la sagesse indienne, la sagesse chose, en disant, au contraire, je prépare, ce sont les dernières années d'une vie qui peuvent embellir toute la vie elle-même. C'est-à-dire la mort est une belle chose dans un certain sens, parce que ça a déjà beaucoup d'effets sur l'éternité qui va être créée à partir de chacun. Je fais la différence entre l'éternité et l'immortalité, où chacun, dans sa vie, crée son éternité par sa vie, et qui laisse des choses. Dans le monde où moi j'ai grandi, je voyais toujours ma mère... Tout ce qui arrivait, elle avait une espèce de tranquillité parce qu'elle pensait qu'il y a certaines choses qu'on ne peut pas faire et d'autres choses qu'on doit absolument faire pour ne pas passer les limites, les harmonies, les équilibres qui existaient et pour lesquels pour elle étaient extrêmement importants. Alors ça pouvait pas se définir, c'est-à-dire c'était pas comme un microscope qu'on mettait sur les choses, mais c'était d'une sensation qu'elle avait, que voilà, il y avait un monde d'équilibre, des choses comme ça. Elle l'appelait peut-être Dieu, elle l'appelait Dieu à sa façon, d'autres l'appelaient différemment, mais c'était, je crois, cette importance que finalement, toute cette diversité avait un sens. Ce sens-là, on pourrait le deviner, mais on ne pouvait pas photographier ou prendre dans un appareil de rayons X, enfin tout voir. Les grands progrès de la pensée, ils ne sont pas faits par des gens qui apportent des solutions à des questions. Mais ils apportent, ils montrent que la question est idiote. Et ça, c'est le grand projet, c'est le grand progrès. Bah, ça me rappelle un peu cette histoire, c'est toi qui me l'avais racontée. C'était, je crois, au XVIIe siècle où en fait il y avait la grande question est-ce que le petit homme en fait il est dans le spermatozoïde ou dans l'ovule? Et puis ça a fait des grandes discussions très sérieuses. On démontrait comme ci, comme ça, et puis en fait la question elle s'est évanouie d'elle-même. Le progrès n'a pas consisté à répondre à cette question effectivement. Cette question est devenue absurde. Et ça, c'est un truc aussi, si tu veux, que j'ai appris en Afrique, dans mon passage en Afrique. Parce que, bon, au départ, tu sais, on arrive en petit Européen bien formaté, et évidemment, on veut connaître, voilà, très bonnes intentions, elles sont débiles, mais on a de très bonnes intentions. On veut connaître l'autre et on pose des questions. Et il y a un type qui travaillait avec nous, mais qui était réputé, à juste titre, pour être un grand penseur. Et puis qui me dit, mais tu sais, moi, mon père s'est changé en lion. Alors, pour un jeune médecin, je dis, ouais, mais c'était un vrai lion. Avec des dents et tout. On pouvait le toucher. Et je m'attendais à ce qu'il me réponde, oui, c'est un vrai lion, on peut le toucher ou non. Mais c'est pas ce qu'il a fait du tout. Il a commencé à me parler de choses qui n'avaient aucun rapport avec les lions, ni avec son père. Et puis, je me suis dit, ce type, c'est curieux, quoi. Il a une réputation extraordinaire, mais là, il est en train de divaguer, parce que je lui pose une question, il me répond autre chose. Hein, 2 et 2 égale bleu, c'est pas possible, quoi. Et ce qu'il faisait, et ça a duré ça a duré en fait 3 jours, bon, pas en permanence, parce qu'on travaillait, mais il m'a reconstruit un contexte, et au bout duquel je me suis rendu compte que ma question n'avait vraiment aucun sens. Tu comprends? Et là, j'ai compris que, si tu veux, ça servait à rien d'essayer de prendre quelque chose qui est vrai dans une forme de pensée, et puis de le traduire dans l'autre. Il n'y a pas de traduction, il faut reconstituer le contexte, 2 sens, pour arriver à comprendre l'autre. Comment est-ce que vous travaillez tous les deux? Qu'est-ce que c'est que le GIET? Le GIET, c'est une association qui fait suite à un groupe qui était informel, qu'on avait monté à l'Institut Pasteur, dont on l'a formalisé sous forme d'une association.
Et c'est un peu spécial, c'est-à-dire qu'on n'a pas beaucoup de membres. C'est essentiellement des personnes ressources scientifiques qui viennent nous apporter une aide dans la réflexion. Et puis, avec Stéphanie, on essaye de rendre intelligible quelque chose qui est quand même très ardu sous sa forme brute. Et c'est plus de travail de vulgariser quelque chose que de le mettre au point. Ouais. Alors, peut-être tu peux en dire quelques mots qui va nous mettre en face, nous remettre un petit peu à notre place devant la complication de ces systèmes. Je ne sais pas si tu veux en dire deux mots, tu peux donner un exemple. On avait trouvé parce qu'on parle de systèmes complexes aux gens et ça leur parle pas forcément. Donc, on avait choisi un petit peu de prendre cet exemple, qui est un exemple qui est de Gérard Wesbusch, en fait, où on prend un petit système de 5 éléments. Chacun des éléments est interconnecté aux autres, et chacun de ces éléments peut prendre 2 états possibles, alors de valeur 0 ou 1, bleu ou noir, ce qu'on veut. Et pour un petit système comme ça, il y a donc 2 fois puissance 5 états possibles, c'est-à-dire 32 états possibles sur un petit système à 5 éléments. Donc on commence un petit peu à approcher cette complexité, mais si on prend maintenant ce même type de système encore plus complexe, avec 100 éléments, et qu'on décide de s'attarder une seconde, seulement une seconde, sur chaque état possible de ces 100 éléments de ce système, eh bien, il faut approximativement 1 607 817 413 et encore des tas de zéros de siècles pour pouvoir tous ces états possibles. Et là, ça fait toucher vraiment du doigt aux gens la complexité de ces systèmes et que quand on touche à ces systèmes-là, eh ben on fait un peu attention à ce qu'on fait parce qu'on se rend compte qu'on est incapable de prédire comment, par exemple, un fait nouveau, une technique nouvelle, donc on va dire inventée par l'homme en fait, et introduite dans un système complexe, donc avec une intentionnalité importante, ce fait ne va pas être une émergence de ce système, il ne va pas être forcément en harmonie avec lui. De fait d'introduire quelque chose de complètement nouveau, de vérifier, enfin de tenter même de vérifier ses connexions avec les différents éléments du système, quelque chose qui est complètement impossible, ça relève du fantasme. On est trop dans un monde linéaire, on n'a pas de notion de la puissance d'une exponentielle, de la puissance de ce qui est les combinatoires. Ce sont des nombres qui croissent à une vitesse absolument prodigieuse et devant lesquels on est obligé de réintroduire une notion fondamentale qui manque un peu dans la science contemporaine, qui est la modestie. Donc ça, c'est du brutal. Et on a voulu aller plus loin pour justement faire comprendre l'imprédictibilité au sens de cette émergence qui brouille les cartes, qui brise la logique. Et on a recherché en écologie, on a trouvé plusieurs exemples en écologie, enfin il y en a plein, il y en a des tas. Puis on avait trouvé un qui était au niveau qui est une histoire qui est finalement assez parlante. Il s'agit simplement d'une histoire qui se passe dans les îles du Pacifique Sud, dans lesquelles poussent des cocotiers. Ces cocotiers sont propriété de grandes marques de grands huiliers, des gens qui font des savons, des huiles, etc., à partir du copra. Et ils se rendent compte qu'ils ont une perte de 30% de production. Donc ça ne va pas, c'est absolument insupportable. Il faut avoir toujours plus. Et ils envoient un attaché-caisse à pattes là-bas en lui disant mais il faut trouver le pourquoi de ce défaut. Alors, le type est très brillant, fait une étude, il voit que les rats montent sur les cocotiers et mangent une partie de cette production. Et il trouve la solution tout à fait bien, c'est-à-dire qu'il cercle les cocotiers avec de l'aluminium. Moyennant quoi, le rat grimpe au cocotier, dérape sur l'aluminium, n'arrive plus à monter sur le cocotier. Et notre multinationale retrouve la plénitude de la production et est contente. Et on pourrait s'arrêter là. Et ce qui se passe, si on demande aux gens de prédire un peu, de prévoir
qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Ils vont parler en termes de coco, de rats, d'aluminium, de rendement. c'est-à-dire ce qui est dans les termes de la problématique. On reste dans les termes de la question, en fait. Voilà. On ne peut pas aller au-delà. Et ce qui se passe en fait, c'est une épidémie de méningite éosinophile dans la population autochtone. C'est-à-dire quelque chose qui, a priori, n'a rien à voir avec les termes mêmes de la question. Et là, c'est dangereux parce qu'effectivement, on peut, parce que c'est quelque chose qui est relativement petit, démonter, mais seulement a posteriori. C'est-à-dire, une fois que cette chose s'est produite, on peut en retranscrire l'histoire qui provient de ces émergences. Et ce qu'on voit, c'est que les rats, qui ont une population à nourrir, qui se trouvent brutalement privés d'une partie de cette nourriture, va la chercher ailleurs. Elle va la chercher sur les estuaires, parce qu'ici il y a pas mal de vie. Sur les estuaires, il y a des grosses crevettes, qu'on appelle des chevrettes là-bas, qui vivent. Et le rat va faire pipi dans l'eau, ce qui n'est pas très propre comme bête. Et il se trouve qu'il héberge un parasite, Angiostrongylus cantonensis. Et ce parasite, il se trouve qu'il est capable d'aller infester la crevette et se mettre dans le système nerveux de la crevette. Ce qui n'est pas évident, parce qu'un parasite, il a des contraintes, il ne peut pas aller n'importe où. Là, il va. Et il se trouve que, coutume maintenant, quelque chose de totalement immatériel, les Polynésiens ont coutume d'écraser les têtes de crevettes crues sur la salade de poisson crue. Donc on a vraiment des faits là qui n'ont aucun lien logique et qui constituent cette émergence qui est donc caractérisée par quelque chose qui prend sens alors que rien ne le prédisposait d'une façon impérative. Et il se trouve aussi que ce parasite est capable d'infester l'homme, ce qui n'est pas évident, non pas complètement, mais il va aller migrer, ce qu'on appelle une larva migrans, il va aller migrer jusque dans les méninges en provoquant cette méningite. Donc on est bien là dans une possibilité, et parce que c'est tout petit comme système, d'avoir retracé l'histoire de quelque chose qui a priori est imprédictible. Et on voit bien là la complexité, non plus la complication qu'on a vue tout à l'heure, mais bien la complexité de ce système, totalement imprédictible dans sa globalité. À vous écouter les uns et les autres, il y a une image qui m'est venue, puisque ce qui vous rassemble, c'est cette recherche de quelque chose d'extrêmement subtil comme un interstice entre l'intentionnalité et le fait de se laisser porter, entre le fait d'agir mais de ne pas trop agir. Et l'image qui m'est venue, c'est une image de danse. Finalement, dans la danse, le corps est toujours à la recherche de ces ruptures d'équilibre, mais il doit toujours s'arrêter à l'endroit précis où il tomberait, et où donc la danse cesserait. Et peut-être que cette recherche d'harmonie que vous évoquez les uns et les autres, c'est ça. Tu vois, ce moment où on va le plus loin possible dans le mouvement, dans la recherche de tout ce qu'il est possible de faire avec un corps, mais en sachant qu'il y a une limite à ne pas franchir. Oui, c'est quelque chose qui parle ça, mais si tu veux, en gros, pour moi, il y a une limite à ce qui est le langage explicite. Et il faut renoncer, encore une fois, à tout vouloir dire par le langage explicite. On l'a montré que c'était impossible. Mais je prends un exemple extrême, qui est la méditation non dualiste, que beaucoup de personnes, notamment en Asie, pratiquent, puisque ça fait partie de leur façon de vivre.
qui est donc une méditation hors langage. Alors, on ne peut pas la décrire, on ne peut que la désigner, dire elle est là, ou voilà. Et le paradoxe est extrême si on veut l'exprimer par le langage, parce que si tu as l'intention de méditer, tu ne peux pas méditer. Alors, pour nous, ça ne peut arriver que fortuitement. Eh bien non, ça n'arrive pas fortuitement. Eh bien, c'est quelque chose qu'on ne peut pas exprimer par le langage, des millions de gens le font, néanmoins. Et je crois que c'est ça, en fait. Que les paradoxes qui peuvent... Parce que c'est vrai qu'on est gêné quand on cherche à exprimer qu'il y a de l'intentionnalité, mais on n'en veut pas, etc. Ce n'est pas lié à la réalité des choses, c'est lié à la réalité du langage, hein, qui introduit des paradoxes qui, dans la vie, n'existent pas. Actuellement, l'art est considéré comme quelque chose qu'on fait en dehors, en plus de la vie sérieuse, quoi. Alors qu'il n'y a rien de plus sérieux que la poésie. C'est tout à fait clair. Alors, il y a deux fonctions. Il y a une fonction aussi, si tu veux, au niveau poésie et théâtre, et surtout le théâtre, qui permet de vivre fictivement des situations dramatiques pour en prendre le sens, sans être obligé de les vivre réellement, parce qu'une situation dramatique, c'est pas drôle à vivre. Mais par contre, le sens doit être acquis. Et notamment, si on pouvait, par le théâtre, vivre ce que serait un monde désert, et ça entraînerait une motivation et serait un moteur du changement personnel, sans qu'on soit vraiment obligé d'en arriver réellement à des situations qui seraient en fait irréversibles. Donc il y a cette fonction-là aussi de l'art qui est voilà, d'arriver à retrouver le sens de ce qui est tragique de façon fictive, en plus de cette richesse de communication. Mais on m'a souvent demandé quelle était la place de la science dans la société, parce qu'on a l'impression que je suis anti-science, ce qui n'est pas vrai, c'est absurde, ça n'a pas de sens d'être anti-science. Ce qu'on demande vraiment profondément, c'est qu'il y ait une refonte conceptuelle de la science, avec les scientifiques, les philosophes, tout le monde, mais surtout sur la place de la science. Ce que je réponds d'habitude, c'est que c'est une place importante, autant peut-être que la poésie. Ce qui veut dire qu'il faudrait que la poésie retrouve sa place. Ça, c'est essentiel. Et maintenant celui de Paul Éluard, qui résume vraiment le temps que nous vivons maintenant. Prends garde, dit-il, prends garde, c'est l'instant où se rompent les digues. C'est l'instant échappé aux processions du temps, où l'on joue une aurore contre une naissance. Bats la campagne comme un éclair. Répands tes mains sur un visage sans raison. Connais ce qui n'est pas à ton image. Doute de toi. Connais la terre de ton cœur. Que germe le feu qui te brûle. Que fleurisse ton œil, lumière. Ngoja bujus bermejuai, mudansia
sabuna vensi